le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nouvelle semaine, nouveau rendez-vous avec l'information, avec Erlich Dorelas depuis le Newsroom dans la capitale des grandes universités du monde. La page internationale pour cette semaine, premier numéro. Aujourd'hui, c'est congé aux États-Unis, c'est le Martin Luther King Day, congé, jour férié pour les Américains. Bonsoir Ronel, bonsoir Robins, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana. 102.3 FM à Jacmel. Tout de suite, voici les informations. Aux États-Unis, la situation se complique pour Joe Biden. De nouveaux documents confidentiels ont été retrouvés dans sa résidence privée du Delaware. Une découverte qui intervient 4 jours seulement après qu'une page estampillée top secret a été déjà repérée. Un élément supplémentaire qui pourrait bien compromettre l'avenir politique du président américain. Voici un reportage signé RT. C'est une affaire dont il se serait bien passé. Après la découverte le 9 janvier de documents classifiés dans un institut créé par Joe Biden, la présidence américaine a confirmé cette semaine que d'autres pièces avaient été trouvées dans sa résidence privée à Wilmington, dans le Delaware, portant sur son travail de vice-président de Barack Obama entre 2009 et 2017. Des documents classifiés, pourtant censés être laissés à la garde de l'administration au terme du mandat. En conséquence, le ministre américain de la Justice a réagi et a nommé un procureur indépendant pour enquêter sur ce dossier, en la personne de Robert Hur, un gage d'impartialité puisqu'il s'agit d'un ancien procureur fédéral désigné par l'ancien président Donald Trump. J'ai signé un document nommant Robert Hur, procureur spécial, dans le cadre de l'affaire que je viens de mentionner. Ce document l'autorise à enquêter sur toute personne ou entité qui pourrait avoir violé la loi. Je crois fermement que les procédures habituelles de ce département permettent le traitement intègre de toutes les enquêtes. Mais en vertu du règlement, des circonstances extraordinaires qui prévalent ici exigent la nomination d'un procureur spécial. Cette nomination rappelle au public l'attachement du ministère à l'indépendance de la justice dans les affaires particulièrement sensibles et son engagement à prendre des décisions uniquement guidées par les faits et la loi. En cause, une loi de 1978 oblige les présidents et vice-présidents américains à transmettre l'ensemble de leurs emails, lettres et autres documents de travail aux archives nationales. Du côté de la Maison-Blanche, on plaide une erreur d'inattention. Nous sommes certains qu'une enquête minutieuse montrera que ces documents ont été déplacés par inadvertance et que le président et ses avocats ont agi promptement lorsqu'ils ont découvert cette erreur. Chacun sait que je prends la question des documents classifiés au sérieux. J'ai également souligné que nous coopérons pleinement avec le ministère de la Justice. Dans le cadre de ce processus, mes avocats ont passé en revue d'autres endroits où étaient entreposés des documents relatifs à mon mandat de vice-président. Ils ont terminé hier soir. Ils ont découvert un petit nombre de documents portant des indications confidentielles dans des endroits de stockage, dans des classeurs à mon domicile, dans ma bibliothèque personnelle. Une affaire embarrassante pour le chef de l'État et le camp démocrate, alors que les autorités enquêtent depuis plusieurs mois sur des archives présidentielles de son prédécesseur républicain Donald Trump. En novembre, le FBI avait saisi des milliers de documents, dont une centaine classés secret défense, dans sa propriété de Mar-a-Lago, en Floride. Cette fois, c'est le tour des républicains d'exiger que toute la lumière soit faite. Le peuple américain a mis les républicains à la tête de la Chambre des représentants pour rendre des comptes à Washington. Il est de notre devoir constitutionnel de suivre la vérité partout où elle mène et nous obtiendrons des réponses. Les problèmes s'accumulent. Pour Joe Biden, les élections de mi-mandat ont vu les républicains prendre le contrôle de la Chambre des représentants et l'annonce de sa candidature à la présidentielle 2024 se fait attendre. Avec cette nouvelle affaire, le président se voit contraint de rappeler que son prédécesseur avait lui aussi en sa possession des archives confidentielles. Énième avanie pour un président qui tente depuis le début de son mandat de se positionner en anti-Trump.
Nous resterons toujours aux États-Unis. Un enseignant noir meurt après avoir reçu 6 décharges d'un taser. Quand la police l'a arrêté, Kim Anderson a agi de façon hérétique. Les tests sanguins prouveront qu'il était sous la prise du cannabis, de la cocaïne, mais il n'est pas armé. L'agent veut le faire ce soir, mais effrayé, il prend la fuite. Voici un reportage signé TF1. C'est lui le conducteur? Toute la scène a été filmée par la caméra piétonne d'un policier, appelé au départ pour un accident de la route. Arrêtez-vous là. Keenan Anderson agit de façon erratique. Les tests sanguins prouveront qu'il était sous l'emprise du cannabis et de la cocaïne. Mais il n'est pas armé. L'agent veut le faire asseoir, mais effrayé, il prend la fuite. Venez ici, venez ici. C'est là que les événements dégénèrent. Plaqué au sol, l'homme se débat. S'il vous plaît, à l'aide, s'il vous plaît. Ils essaient de me tuer. Un policier le maintient par terre avec le coude sur son cou. Technique très décriée. Tournez-vous ou je vais vous taser. Mais je ne peux pas. Hé collègue, attention à ton coude. Ils veulent me faire une George Floyd. George Floyd, cet homme noir mort étouffé lors de son interpellation en 2020, après avoir été immobilisé de la sorte pendant presque 9 minutes. Il reçoit ensuite 6 décharges de taser à 50 000 volts chacune, pendant plus de 30 secondes. Il mourra quelques heures plus tard à l'hôpital d'un arrêt cardiaque. À ce stade, nous n'avons pas la preuve qu'il y a eu un problème respiratoire ou qu'il a été étouffé. Mais nous savons qu'un usage répété à un niveau accru du taser peut affecter le système cardiovasculaire d'un individu. Keenan Anderson avait 31 ans, professeur de lycée, père de famille et cousin de la fondatrice de Black Lives Matter, mouvement qui justement dénonce les violences policières racistes envers la communauté noire. Mon cousin devrait être en vie à l'heure actuelle. Keenan devrait être en vie. Tout ça doit s'arrêter. Depuis le 1er janvier, 3 Afro-Américains ont été tués lors d'interpellations par la police de Los Angeles. Des rassemblements ont d'ailleurs lieu ce soir ici en Californie, à la fois en hommage à ces 3 hommes, mais aussi pour réclamer des sanctions contre ces policiers. Laissons les États-Unis direction le Soudan. L'ambassadeur américain au Soudan invite les ex-rebelles au pourparlers. Voici un reportage signé Africa News. L'ambassadeur américain au Soudan a exhorté les groupes réfractaires à rejoindre les pourparlers post-coup d'État. Cette invitation faite aux ex-rebelles qui n'ont pas pris part à l'accord initial visant à rétablir une transition vers un gouvernement civil consiste à renforcer leur sentiment d'appartenance au processus politique en cours. Il y a des groupes qui sont restés en dehors de l'accord politique cadre jusqu'à présent. Je pense qu'il est important de noter que le processus reste ouvert pour qu'ils puissent entrer. Les efforts se poursuivent pour essayer de trouver un moyen pour qu'ils se sentent les bienvenus pour intégrer le processus politique. Et nous les inciterons à envisager de le faire. Les dirigeants militaires et certaines factions civiles se sont mis d'accord le mois dernier sur la première des 2 phases d'un processus politique visant à mettre fin aux troubles dans lesquels le Soudan est plongé depuis le coup d'État de 2021. Tant qu'un nouveau gouvernement dirigé par des civils ne sera pas en place au Soudan, nous ne serons pas en mesure de rétablir les autres lignes d'assistance qui ont été mises en pause au moment de la prise du pouvoir par les militaires. Si l'accord de la première phase de ce processus a été salué par la communauté internationale, les opposants au Soudan l'ont considéré avec scepticisme, estimant qu'il manquait de détails et de délais. Au Népal, 68 passagers et 4 membres d'équipage se trouvaient à bord de l'appareil de la Yeti Airlines qui s'est écrasé ce dimanche près de l'aéroport de Pokhara. Voici un reportage signé Euronews. Il n'y a désormais plus d'espoir de retrouver des survivants. C'est la déclaration d'un haut responsable au lendemain du crash d'avion survenu près de l'aéroport de Pokhara dans le centre du Népal. 72 personnes, dont 4 membres d'équipage, se trouvaient à bord. 68 corps ont pour l'heure été extraits des débris de l'appareil de la compagnie Yeti Airlines. Parti de la capitale Katmandou, le bimoteur s'est écrasé dans un ravin non loin du nouvel aéroport de la ville. Le moment de la catastrophe a été filmé par un riverain. Je ne savais pas qu'il allait s'écraser. Lorsque j'ai commencé à filmer, comme on peut le voir dans la vidéo, l'avion s'incline soudainement comme un avion de chasse qui s'incline pour éviter un missile. J'ai vu cela et j'ai été choqué par le fait qu'il allait sûrement venir vers nous, près de nos maisons. J'ai pensé qu'aujourd'hui tout serait terminé et qu'après le crash, je serais mort aussi. Selon la compagnie, 15 étrangers figurent sur la liste des victimes, dont 2 Européens, un Français et un Irlandais. Le travail de récupération et d'identification des corps a déjà débuté.
Cette catastrophe aérienne est la pire qu'ait connue le pays himalayen depuis 30 ans. Dossier spécial dans cette page internationale, l'Iran et la Russie se renforcent. La crise actuelle accentue le bras de fer entre le régime iranien et l'Occident. Mais les autres sujets de discorde ne manquent pas, le nucléaire, évidemment, mais aussi la question de la livraison d'armes à la Russie, car depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'axe Téhéran-Moscou se renforce. Voici un dossier spécial signé la 5 à l'émission C'est dans l'air. Ce sont désormais des armes clés dans l'arsenal russe pour semer la peur en Ukraine. Les drones kamikazes. Des Shahed 136 de fabrication iranienne. À la veille de la nouvelle année, ce sont ces petits avions chargés d'explosifs qui ont frappé la capitale. Peu coûteux et disponibles en nombre, les forces ukrainiennes affirment en avoir déjà abattu plus de 300. Les récentes attaques contre des infrastructures critiques à Odessa et l'attaque d'hier à Kiev ont utilisé des drones Shahed 136 qui transportent des munitions fabriquées par la République islamique d'Iran. Des drones donc, mais aussi des missiles balistiques, comme le Fateh 110, capable d'atteindre des cibles à 300 km, ou le Zolfaghar d'une portée de 700 km. L'Iran reconnaît seulement certaines livraisons de munitions à la Russie avant la guerre. Les pays occidentaux à l'origine de ce remue-ménage prétendent que l'Iran a fourni des missiles et des drones à la Russie pour frapper l'Ukraine. C'est complètement faux. En ce qui concerne les missiles, pour les drones, c'est vrai. Nous avons livré un nombre limité de drones à la Russie plusieurs mois avant le début de la guerre. Si le régime des mollahs minimise, Téhéran semble bien être un fournisseur indispensable pour Moscou, tant les réserves s'épuisent sur le terrain. Face à cette alliance de circonstances, les puissances occidentales alertent et renforcent leurs sanctions contre les autorités iraniennes. Leurs armes sont utilisées pour tuer des civils en Ukraine et essayer de plonger les villes dans le froid et l'obscurité. Ce qui, de notre point de vue, place l'Iran dans une position où il pourrait contribuer à des crimes de guerre généralisés. L'axe Téhéran-Moscou, un partenariat avec échange de bons procédés qui fait craindre le pire. Selon nos sources au Pentagone et à la Maison-Blanche, la Russie apporterait un soutien militaire inédit à l'Iran. En contrepartie de ces armes, le régime islamique aurait demandé de l'aide à Poutine pour renforcer son programme nucléaire. Depuis novembre, le pays produit de l'uranium enrichi à 60% dans sa centrale de Fordo, comme c'est déjà le cas dans celle de Natanz. Un pas de plus vers les 90% nécessaires à la fabrication de l'arme atomique. L'énergie nucléaire et la production d'électricité atomique représentent de grandes économies pour le pays. L'Iran dépasse ainsi largement la limite fixée par l'accord sur le nucléaire entre Téhéran et les grandes puissances internationales de 2015. De quoi laisser peu d'espoir désormais de sauver ce fameux deal, comme l'a laissé entendre Joe Biden face à des Iraniens exilés aux États-Unis. Président Biden, pouvez-vous nous annoncer que l'accord sur le nucléaire iranien est mort? Pouvez-vous le dire? Non. Pourquoi? Pour plein de raisons. L'accord est mort, mais nous n'allons pas l'annoncer. C'est une longue histoire. Le régime des mollahs, plus que jamais isolé sur la scène internationale, et qui n'hésite pas à attaquer ses propres voisins. Plusieurs bombardements ont touché fin novembre le nord-est de l'Irak. Leur cible, la population kurde, accusée de soutenir les manifestations intérieures contre le pouvoir iranien. C'est la fin de la page internationale pour ce lundi. Merci de l'avoir suivi. Premier numéro de la semaine. La production est signée de Prod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale, Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps pour ce aujourd'hui à Boston, flocons de neige dans la capitale des universités, 35 degrés Fahrenheit, 2 degrés Celsius. À Jacmel, 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius.
Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs à la radio évangélique Hosanna. 102.3 FM à Jacmel, passez un excellent lundi, bonne semaine, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.